Bonjour. Alors, on va entamer le deuxième exposé portant sur, rentrant dans le cadre du chapitre les troubles hydroélectrolytiques. Alors, c'est la deuxième partie. On a vu précédemment les troubles du comportement hydrique et actuellement, on va aborder les troubles électrolytiques. Et essentiellement, on va voir deux grandes anomalies. Ce sont les dysnatrémies, donc les anomalies portant sur le sodium, et les dyskaliémies, les anomalies portant sur le potassium. Pourquoi on fait ces deux électrolytes? Parce que ce sont les anomalies les plus fréquemment retrouvées en pratique courante, que ce soit en hospitalisation, en consultation. Et l'intérêt donc de la question, c'est que il y a déjà d'une part la gravité et l'urgence diagnostique et thérapeutique, parce que ce sont des anomalies donc qui peuvent être d'une banalité ou bien être d'une gravité extrême, compromettant carrément le pronostic vital. Et de part de leur fréquence, donc elles sont très fréquentes et il faut savoir les reconnaître, les diagnostiquer pour pouvoir donc rapidement trouver la cause et traiter rapidement. Alors tout d'abord, on va commencer par les anomalies du sodium et on va commencer par les hyponatrémies. La définition de l'hyponatrémie, elle est biologique. Donc, se définit par un taux de sodium qui est inférieur à 135 millimoles par litre. Il faut savoir que c'est l'anomalie électrolytique la plus fréquente en pratique clinique et que la clinique, elle est vraiment elle n'est pas très très spécifique d'une part. Elle peut aller d'un tableau qui est carrément asymptomatique jusqu'à une gravité ascendante où elle compromet le pronostic vital et elle peut être carrément fatale, surtout si la natrémie survient d'une manière aiguë ou suraiguë, ou bien elle est très très profonde, allant donc à des chiffres relativement bas et atteignant, c'est-à-dire le moins de 120 millimoles par litre, et ça compromet le pronostic vital. Le sodium, c'est le principal paramètre qui définit l'osmolarité plasmatique et reflétant ainsi le secteur intracellulaire. Il faudrait savoir que dans les hyponatrémies, on a des hyperhydratations intracellulaires il y a une hypoosmolarité. Comme il y a un milieu hypotonique en intracellulaire, l'eau va quitter le milieu intracellulaire pour aller dans un milieu, l'eau va quitter le milieu extracellulaire, pour aller dans un milieu intracellulaire. Et ce mécanisme, on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, ça s'appelle l'osmose. Et l'augmentation du volume intracellulaire est due à ce transfert et à ce mécanisme d'osmose. Cette hyponatrémie peut être dangereuse par le biais de deux mécanismes. Le premier, c'est une diminution très rapide de la natrémie et que l'organisme, les cellules, surtout cérébrales, n'arrivent pas à s'adapter avec cette natrémie, n'ont pas plutôt le temps de faire ce qu'on appelle des mécanismes d'adaptation. Et il y aura ce qu'on appelle une installation d'un œdème cérébral. Et si l'œdème va continuer à s'étendre, il va faire des compressions et ce qu'on appelle un engagement cérébral et aboutir au décès. Il peut être fatal. Le deuxième mécanisme de dangerosité, c'est que cette hyponatrémie, au contraire, elle est d'apparition plus lente, il n'y a pas de signe de gravité neurologique, il n'y a pas d'atteinte neurologique, sauf que le problème, c'est que nous les thérapeutes, on ne fait pas attention et on fait une correction très très rapide, très excessive, et on crée
cet œdème, et ça pourrait être aussi donc dangereux et fatal. Pour rappel physiopathologique, on a vu ça dans le chapitre précédent. Ce sont de simples définitions portant sur l'osmolarité et la tonicité. On les a vus, mais c'est bon de les revoir. L'osmolarité, donc, c'est une somme des concentrations des molécules diffusibles ou non, rapportées à un poids, donc à une unité de poids, par 1 kg, donc c'est 1 kg d'eau plasmatique. La valeur normale, elle est de 285 plus ou moins 5 milliosmoles par kilo. L'osmolarité, c'est la même chose, sauf que ici, elle est rapportée à un volume donc d'eau, plutôt de plasma. Ici, c'est 1 litre de plasma. Et en pratique courante, l'osmolarité et l'osmolarité, elles sont donc assimilables, et on parle beaucoup plus d'osmolarité. Donc on utilise beaucoup plus l'osmolarité. La tonicité, par contre, ce sont des molécules non diffusibles, donc non diffusibles par cette membrane cellulaire, et ils sont rapportés ils sont dissous dans 1 litre de plasma, et on l'appelle aussi l'osmolarité efficace. Pour les substances diffusibles, donc, qui passent de part et d'autre de la membrane cellulaire, à l'instar de l'urée, le méthanol, l'éthanol, donc ils transitent, ils passent par cette membrane, ils sont diffusibles, et ils vont à un certain moment s'équilibrer dans la concentration de part et d'autre. Et une fois qu'il y a une concentration égale de part et d'autre de la membrane, il n'y aura plus de mouvement d'eau, puisqu'on a dit que l'eau obéit à la loi de l'osmose, où l'eau va suivre ou bien va diffuser d'un milieu le moins concentré vers un milieu le plus concentré. Au contraire, les substances non diffusibles, qui sont appelées les osmoles actives, il y en a qui se trouvent dans un milieu extracellulaire, il y en a d'autres qui sont donc coincés dans un milieu intracellulaire. Le plus représentatif du milieu extracellulaire est le sodium, qui s'y trouve majoritairement, et à l'intérieur de la cellule, c'est plutôt le potassium. Alors, l'accumulation dans l'un ou de l'autre secteur va induire un mouvement d'eau, donc du milieu le plus concentré vers le moins concentré, et c'est tout à fait le contraire du concept de l'osmose, ou c'est ce qu'on appelle l'osmose inversée. Pour la régulation du bilan hydrosodé, on en a parlé déjà dans des troubles hydriques. On va faire un petit rappel. Il faut savoir que le bilan hydrique, c'est le bilan des entrées et des sorties. Les entrées, on a dit que les entrées sont assurées par l'alimentation, tout ce qui est boisson, alimentation, etc. Donc c'est le tube digestif. On peut avoir une partie de l'alimentation qui ne soit pas orale, mais qui soit parentérale. Et les sorties sont assurées donc par le rein, essentiellement par le rein. Donc c'est le rein qui va filtrer, qui va assurer les sorties par les urines. On a le digestif, c'est les fesses, etc. Et bien sûr, il y a d'autres appareils tels que l'appareil respiratoire par le biais de la respiration, et l'appareil, donc le tissu cutané, donc les transpirations et les pertes insensibles. Ce bilan hydrique, il dépend les entrées dépendent de la soif, majoritairement de la soif, et cette soif elle-même, elle dépend de plusieurs régulateurs. Ce sont donc des récepteurs. On a les osmorécepteurs qui détectent le niveau d'osmolarité plasmatique. On a les volorécepteurs qui dépendent de la volémie. On les a vus, donc c'est dans le sinus carotidien. On a les barorécepteurs, c'est les tensions artérielles, etc. Et tous ces régulateurs vont influer sur la sécrétion de l'hormone antidiurétique et sur bien sûr le mécanisme de la soif. Alors, la régulation, comme on a dit, elle se fait en fonction donc des besoins. Alors, si on a par exemple une osmolarité qui est un peu basse, qui est en dessous de 280,
Et donc il va y avoir des détecteurs, ils vont inhiber la sécrétion de l'ADH, et le néphron va devenir imperméable à l'eau, et donc il y aura un relargage d'eau, donc une élimination d'eau. À l'opposé, lorsqu'il y a une osmolarité qui est élevée, qui est supérieure à 295 voire 300, il y aura une sécrétion maximale donc de cet ADH, et bien sûr il y aura une réabsorption massive donc de l'eau libre. Pour les mécanismes de l'hyponatrémie, on a 3 cas de figure. On a une hyponatrémie, ce qu'on appelle iso-osmotique. C'est le cas où il y a une osmolarité normale. On les retrouve dans les cas de figure des hyperprotidémies, des hypertriglycéridémies. On a un deuxième cas de figure, c'est l'osmolarité élevée, où on parle d'hyponatrémie hyperosmotique. C'est le cas d'apport excessif, des perfusions donc hyperosmolaires, des intoxications. Et on peut avoir ce qu'on appelle une osmolarité diminuée ou une hyponatrémie hypoosmotique. Et à ce moment-là, donc, il faut évaluer le volume extracellulaire. On aboutit donc à 3 mécanismes. Si le volume extracellulaire il est diminué, c'est le cas donc de la rétention d'eau et de sel. Ça veut dire il y a et de l'eau et de sel. Ça aboutit à un état d'hyperhydratation globale. Et on parle d'hyponatrémie par dilution. Ça veut dire que on a ce qu'on appelle un taux de sodium qui est normal, mais à force que le corps a retenu trop d'eau et trop de sel, et beaucoup plus d'eau que de sel, que notre sodium, le taux de sodium, il s'est un peu dilué, et ça fait une fausse hyponatrémie. Donc c'est une hyponatrémie de dilution, parce qu'on a eu trop d'eau. Donc le deuxième cas de figure, on a le volume extracellulaire qui est élevé, et il y a eu donc perte d'eau et de sel. C'est le cas des déshydratations extracellulaires et les hyperhydratations intracellulaires. Alors, à ce moment-là, on a une perte de sel, et la perte de sel et de l'eau, elles sont en même temps, sauf qu'on perd plus de sel que d'eau, et on appelle ça une hyponatrémie donc de déplétion ou de déperdition. Donc, il y a une perte de sel. Le troisième cas de figure, le volume extracellulaire est normal, il n'est pas touché. Il y a juste une rétention d'eau, donc c'est une hyperhydratation intracellulaire pure. Alors ici, c'est le cas d'apport excessif en eau. Quelqu'un qui en a pris beaucoup d'eau, c'est le cas des potomanies, c'est le cas des apports excessifs. On les voit surtout dans les maladies psychiatriques telles que les potomanies, donc le diabète insipide et les apports excessifs d'eau. En ce qui concerne la clinique, on a dit ça dépend déjà d'une part de la rapidité de l'installation. Dans les cas où l'hyponatrémie elle est progressive et lente, le tableau clinique il peut être carrément silencieux, c'est-à-dire un tableau clinique asymptomatique, il n'y a aucune expression clinique. Et ça peut monter en crescendo en fonction du degré de l'hyponatrémie et de la profondeur. Et on commence à avoir des retentissements sur l'état général, une fatigue, quelques signes généraux. Et ça peut commencer à altérer progressivement le comportement, l'état neurologique. Et d'autant plus que la natrémie est plus profonde, d'autant plus que le tableau devient de plus en plus expressif et bruyant. Par contre, dans le cas contraire, où l'installation elle est rapide, et donc le corps n'a pas le temps de s'adapter, il y aura des manifestations majoritairement digestives et neurologiques. Et digestive, on aura des symptômes tels que le dégoût de l'eau, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales. Mais les plus importants et le premier plan, c'est les troubles neurologiques qui vont des simples céphalées, des obnubulations jusqu'aux crises convulsives, coma et carrément un engagement cérébral, voire ça peut être fatal.
Le diagnostic, on l'a dit au début, il est biologique. Donc, le diagnostic est fait par un dosage du sodium dans le sang, par ce qu'on appelle un ionogramme sanguin. Et on a une natrémie, une valeur donc, du sodium qui est inférieure à 135 millimoles par litre et une osmolarité plasmatique qui est inférieure à 280 milliosmoles par litre. Certes que devant ces anomalies, c'est-à-dire ces deux anomalies qui sont suscitées, ça justifie un minimum de bilan, une petite batterie de bilan, comprenant un ionogramme sanguin. Donc on va doser en parallèle le potassium, le chlore et donc les autres électrolytes. Et on va mesurer l'osmolalité bien sûr et on va la calculer. Et on fait un dosage aussi du glucose, de l'urée, de la créatinine et des protéines. Un ionogramme urinaire aussi s'impose avec la mesure de l'osmolalité et bien sûr le dosage de l'urée et la créatinine urinaire. Par rapport aux autres donc, examens complémentaires, il y en a d'autres qu'on ne va pas citer. Vous aurez l'occasion de les voir donc, en cycle clinique dans différents modules ou bien en néphrologie. Et ces examens complémentaires vont de pair en fonction de l'orientation clinique ou bien en fonction de ce qu'on appelle le diagnostic étiologique. Alors, ça, ce qui était donc ce qui concernait les hyponatrémies. Maintenant, on va aborder les hypernatrémies. Toujours donc la définition et le reste biologique, c'est un taux donc, de sodium dans le sang qui est supérieur à 145 millimoles par litre. Et il indique toujours un état d'hyperosmolarité et donc d'hypertonicité plasmatique. Je vous laisse deviner que devant cet état d'hypertonicité, on aura donc une diminution du volume intracellulaire qui va quitter le lot en intracellulaire. Elle va quitter le milieu cellulaire pour aller en extracellulaire puisque c'est le plus hypertonique. Donc par mécanisme d'osmose, il y aura un mouvement d'eau. Et on aura ce qu'on appelle un bilan hydrique négatif, puisque donc, les entrées donc, sont inférieures aux pertes. Les entrées d'eau sont inférieures aux pertes. Et ce déficit hydrique, il est toujours relaté à un défaut de stimulation de la soif, puisque je vous ai dit que la soif, c'est le principal stimulus ou bien générateur donc, des apports. Et le déficit du stimulus de la soif, il est dû soit à l'absence de la perception, donc comme on l'a dit précédemment, c'est les centres, c'est les osmorécepteurs, les barorécepteurs ou les volorécepteurs, ou bien par l'impossibilité d'avoir accès à l'eau. On les trouve chez les sujets jeunes, chez les nourrissants, qui ne peuvent pas se servir eux-mêmes. Donc s'ils ont soif, si on ne leur donne pas, ils ne vont pas se servir, de 1, donc ils n'ont pas accès à l'eau. Les sujets âgés, séniles, les sujets handicapés, les sujets hospitalisés, des gens qui ont des pathologies mentales, etc. Donc ils n'ont pas accès à l'eau, ou bien dans des situations extrêmes, par exemple dans les sécheresses ou bien dans le désert, etc. où des gens n'ont pas accès à l'eau et de ce fait, il y aura ce qu'on appelle un déficit hydrique. Alors, le diagnostic, on l'a dit, il est biologique, il est purement biologique. Et c'est le dosage donc, du taux de sodium dans le sang par le biais d'un ionogramme qui va révéler donc, un taux qui est supérieur à 145 et une osmolarité plasmatique qui est supérieure à 300 milliosmoles par litre. Alors cliniquement, on peut avoir des signes donc, assez parlants et assez spécifiques.
On peut avoir donc la soif. C'est des signes cliniques qu'on a vus dans le chapitre précédent des déshydratations intracellulaires. Il y a la sécheresse des muqueuses et les signes neurologiques qui vont des simples céphalées, des petits signes neurologiques jusqu'aux convulsions, crises convulsives, etc. Et donc ça peut aller jusqu'au coma en fonction de l'importance de l'hypernatrémie. On peut avoir de la fièvre et aussi une perte de poids qui est donc proportionnelle à la perte hydrique. Pour les mécanismes des hypernatrémies, on décompte 3 grands mécanismes. De un, on en a parlé, c'est un défaut d'apport d'eau libre, c'est l'apanage des personnes âgées, des gens hospitalisés, les gens qui sont dans les soins intensifs, qui bénéficient de ventilation invasive, et les opiacés, parce que ça altère donc les centres donc, de régulation hypothalamique, aussi les tumeurs hypothalamiques et les accidents vasculaires cérébraux, donc qui altèrent donc justement les centres hypothalamiques de la soif. Pour le deuxième mécanisme, c'est une perte excessive d'eau libre, donc le corps en perd beaucoup. Il en perd par plusieurs organes. De un, le tissu cutané, par le biais de sueur, des pertes donc insensibles, c'est des pertes donc journalières. On peut avoir des états pathologiques, des sueurs très importantes, profuses lors de pathologies, des coups de chaleur, des insolations, des cas extrêmes comme les brûlures étendues. On aura des déshydratations, des hypernatrémies, des déshydratations intracellulaires très importantes. Et les pertes digestives, donc via les diarrhées, des diarrhées importantes, donc des vomissements incoercibles, des aspirations digestives par le biais des sondes nasogastriques, et même au cours des fistules, quand on a des fistules digestives, on aura des déperditions d'eau. Et bien sûr rénales, les plus importantes et les plus fréquentes lors des diabètes insipides, qui soient centrales ou néphrogéniques, les diabètes sucrés, les diabètes décompensés, les syndromes de levée d'obstacles. Bon, on va pas décompter toutes les pathologies, toutes les causes, mais ce n'est que des petits exemples pour ce mécanisme. Le dernier mécanisme, ce sont les apports de sodium augmentés. Donc c'est un peu ce qu'on appelle iatrogénique, ça veut dire c'est nous qui le causons, ce mécanisme. Alors des fois on est amené à traiter des états comme l'acidocétose, on donne des bicarbonates, donc on donne des substances, des osmoles donc non diffusibles, et ça crée ces états d'hypernatrémie. Quand on traite les hyponatrémies d'une manière excessive par du sodium, du NaCl hypertonique, ou d'une manière excessive ou d'une façon très importante, lors des dialyses péritonéales où bien c'est très riche en sodium, donc on peut créer cet état d'hypernatrémie. Alors, je pense qu'on a fini avec les troubles portant sur le sodium. Ce qu'il faut retenir sur les hyponatrémies et les hypernatrémies, que de 1, ce sont des anomalies qui sont assez fréquentes en pratique courante, que leur définition elle est biologique, que leur diagnostic il est biologique. Cependant, il existe des signes cliniques qui peuvent nous orienter. Donc nous, en tant que praticiens, devant des manifestations neurologiques inexpliquées qui se sont installées d'une manière rapide, brutale, etc. Il faut y penser, il faut y songer, surtout chez les sujets âgés, devant des altérations de l'état conscience, il faut doser le sodium, devant des signes digestifs inexpliqués, devant par exemple des gens qui font des chirurgies digestives, etc., ou bien des gens qui n'ont pas par exemple d'apport, etc. Il faut y penser, et il faut savoir que la gravité elle est proportionnelle au degré de l'anomalie, et que c'est des situations un peu urgentes parce que ça compromet le pronostic vital. Alors, on va aborder le deuxième chapitre qui sont les dyscaliémies.
donc c'est des anomalies portant sur le potassium. On va commencer par des généralités. Alors, le potassium, il faut savoir que c'est les principales cations donc, intracellulaires. Le sodium, c'est le principal en extracellulaire et le potassium, c'est en intracellulaire. Et que le rôle principal du potassium, vous l'avez, je pense, déjà fait en sciences fondamentales, il a un rôle capital dans l'électrophysiologie cellulaire. Et c'est lui qui est responsable de l'électroneutralité ou de le potentiel d'action et que les conséquences qui portent sur les anomalies du potassium portent sur justement la dépolarisation de cette membrane cellulaire. Et les anomalies qu'on va retrouver, elles sont essentiellement cardiaques ou neurologiques. Et de ce fait, il se peut qu'on ait des conséquences cardiaques fatales qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt circulatoire. Et ça constitue donc une urgence thérapeutique, une urgence diagnostique. On va commencer par un rappel physiologique du potassium. Alors, il faudrait savoir que le potassium se répartit dans l'organisme de part et d'autre de la membrane cellulaire. On a dit qu'il est majoritairement en intracellulaire. Donc, le pool potassique total, il est à 98% à l'intérieur des cellules. Ce n'est que 2% du potassium total qui est représentatif ou qu'on dose. C'est ce qu'on appelle l'acalémie ou le taux de potassium dans le sang. Il ne représente que 2% du potassium total. Alors, les apports, le potassium, il va transiter entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire par le biais d'une pompe qu'on appelle sodium-potassium ATPase, ça veut dire qui nécessite de l'ATP, de l'énergie. Et cette pompe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre donc à des molécules de potassium de rentrer à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire ces deux molécules qui rentrent pour que 3 molécules de sodium qui sortent. Donc cette pompe, c'est elle qui va réguler l'entrée et les sorties du sodium et du potassium de part et d'autre de la cellule, de la membrane cellulaire, et ceci va générer donc un différentiel électrique, ou bien donc de l'électricité membranaire, et donc c'est un gradient, ce qu'on appelle électrochimique. Ce gradient électrochimique, donc on a une concentration du potassium à l'intérieur de la cellule qui s'appelle la kaliécie, c'est le taux de potassium à l'intérieur de la cellule, et on a un taux de potassium à l'extérieur de la cellule, donc au milieu extracellulaire, qu'on appelle la kaliémie, et ce rapport donc kaliécie sur kaliémie donne ce qu'on appelle le gradient transcellulaire, et c'est lui qui va déterminer le potentiel de repos qui est de moins 90 millivolts de la membrane cellulaire. Alors, pour les mouvements du potassium, sachez que le potassium, il est donc maintenu dans l'organisme, donc son équilibre, l'homéostasie du potassium, il est maintenu grâce à 2 balances. Tout d'abord, on va parler de c'est quoi les balances, c'est quoi la balance interne, c'est quoi la balance externe. Sachez qu'une balance externe, c'est ce qu'on mange, et c'est ce qu'on perd comme potassium. C'est-à-dire, moi je vais manger, je vais prendre une quantité très importante de potassium, d'où mon corps n'en a pas besoin. Il en a besoin juste de la moitié. Alors, tout ce que je vais prendre comme apport ne va pas être assimilé. Je vais prendre que dont j'ai besoin, donc la moitié, et la moitié va partir en perte. Ces pertes, donc on va les voir, elles sont régies par l'intestin, bien sûr, par la peau et surtout par le rein. Donc il y a ce qu'on appelle un certain équilibre entre les apports et les pertes.
Ça, c'est une balance. Si par exemple je ne prends pas beaucoup de potassium, j'en prends pas assez, mon corps va essayer de ne pas éliminer le potassium, il va essayer de le retenir au maximum pour compenser donc mon déficit en potassium. Et tout ceci, ce mécanisme d'adaptation ou de régulation, ça s'appelle la balance externe. C'est pour maintenir un taux de potassium juste dans les objectifs ou bien dans les besoins de mon corps. Par contre, la balance interne, c'est des mécanismes d'adaptation de la cellule qui vont faire en sorte que si on a un potassium qui est en excès à l'extérieur de la cellule, dans le milieu vasculaire, il y aura ce qu'on appelle des mécanismes de transfert où le potassium va rentrer à l'intérieur de la cellule pour qu'il ne reste pas en excès. Le cas contraire, si vous avez un taux de potassium, ce qu'on appelle une hypokaliémie, donc un taux de potassium qui est relativement bas, il y aura un relargage ou une sortie de l'intérieur de la cellule, du milieu intracellulaire, vers le milieu extracellulaire pour compenser ce déficit. Alors, on va les voir rapidement. On en a parlé donc de la balance externe. On a dit que ça dépend des entrées et des sorties. Il faut savoir que l'alimentation nous apporte entre 2 à 6 grammes par jour donc de potassium. Ce sont les apports de base, c'est dont on en a besoin, nos besoins quotidiens. L'absorption elle est majoritairement guérylique donc du potassium. Et l'élimination elle est essentiellement rénale, un peu digestive et cutanée, mais majoritairement l'élimination du potassium elle est rénale. Alors tout ce qu'on ingère comme potassium, il est stocké majoritairement au niveau des muscles, au niveau des hépatocytes, au niveau du foie et au niveau des globules rouges. Donc c'est les sites de stockage du potassium. Pour la balance interne, comme on a dit, il y a plusieurs facteurs qui vont influer sur l'entrée et la sortie du potassium. C'est des mécanismes des fois d'adaptation ou des fois c'est des trucs iatrogéniques que nous on induit par des manipulations de produits. On va aller donc dans le premier exemple. On prend l'exemple de l'insuline. L'insuline va stimuler cette pompe Na+, K+, qui va favoriser l'entrée du potassium à l'intérieur de la cellule et une entrée donc excessive du potassium à l'intérieur de la cellule, elle va causer ce qu'on appelle une hypokaliémie. Donc, dans les cas où on utilise trop d'insuline, c'est-à-dire surtout exogène, dans le cadre du traitement des hyperglycémies, des complications aiguës du diabète, on va induire ce qu'on appelle une hypokaliémie. Pourquoi ? Parce que l'insuline va faire rentrer le potassium à l'intérieur de la cellule et de ce fait, quand on va doser dans le sang, on va le trouver diminué. Ça, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de transfert. Donc le potassium, il a été transféré à l'intérieur de la cellule et il n'a pas été perdu. Maintenant, pour les catécholamines, donc il y a les bêta-adrénergiques qui font la même chose et qui font rentrer donc le potassium à l'intérieur de la cellule et sont générateurs donc d'hypokaliémie. Au contraire, les alpha-adrénergiques donc font l'effet inverse et induisent donc des hyperkaliémies. Alors, en ce qui concerne donc le néphron, ici je vous ai schématisé un néphron et où il nous montre, je vais essayer de, je ne sais pas si mon pointeur marche. Ici, on a le tube contourné proximal où il y a une absorption maximale ou bien majoritaire du potassium au niveau du néphron. Et l'absorption, elle peut aller de 60 à 75% donc du potassium total. Le potassium continue sa traversée et il va être donc absorbé au niveau de la branche ascendante de l'anse dans lait, dans 30% de son total. Mais la régulation finale,
elle se fait au niveau donc du tube contourné distal et du tube collecteur via une hormone qui s'appelle l'aldostérone, et c'est ça qui régit donc la réabsorption finale ou l'excrétion finale du potassium au niveau donc du tube collecteur. Ici, c'est un petit rappel donc différentiel entre ce qui se passe dans une cellule musculaire. Donc sur votre gauche, il y a une cellule musculaire. Vous voyez ici donc une pompe Na+, K+, qui par le biais de l'insuline, de bêta-adrénergique, font ce qu'on appelle un mécanisme de transfert et vont faire rentrer du potassium à l'intérieur de la cellule, d'accord ? Ici, dans une lumière tubulaire, c'est l'aldostérone, par contre, qui fait donc excréter le potassium dans la lumière tubulaire. On va commencer par voir la première anomalie, qui sont les hypocalémies. Alors, il faudrait savoir qu'une hypocalémie, par définition, est un taux de potassium qui est inférieur à 3,5 millimoles. La définition, donc, elle est biologique. Et que une hypocalémie n'est pas synonyme d'une diminution donc, du potassium dans l'organisme. Parce que je vous ai dit que des fois, c'est des mécanismes de transfert. Donc, le potassium qui était à l'extérieur de la cellule va rentrer. Et ici, on parle de calliopiénie, ça veut dire que ce n'est pas une hypocalémie. Une fois que le mécanisme inverse sera fait, il y aura un relargage. Par contre, les hypocalémies, c'est des pertes, c'est des diminutions et c'est des pertes donc, de potassium dans le sang. Alors, la symptomatologie, elle est essentiellement cardiaque et neurologique, neuromusculaire, puisque le potassium, c'est lui le responsable, donc je dis, du potentiel d'action et donc du potentiel de repos. Alors, les signes, au premier plan, on aura des signes cardiovasculaires, et ici, devant toute hypocalémie, je vous dis, devant toute hypocalémie, l'ECG, il est impératif. Devant toute hypocalémie, si vous avez un taux de potassium qui est inférieur à 3,5 millimoles, il faut rapidement, et c'est médico-légal, de faire ce qu'on appelle un électrocardiogramme pour voir la gravité. Parce que il se peut qu'on ait des hypocalémies qui ne sont pas sévères, juste légères, mais qu'on a des souffrances cardiaques qui commencent à s'installer. Alors, quelles sont les anomalies qu'on va retrouver dans l'ECG? Sachez que un ECG, il peut être tout à fait normal. Et de deux, que s'il y a des anomalies, elles vont porter sur la repolarisation ventriculaire qui est le segment ST et l'onde T. Donc, on aura des ondes T qui vont s'aplatir dans un premier temps et en fonction du degré ou de l'importance de la profondeur de l'hypocalémie, l'onde T peut s'inverser et on aura des anomalies portant sur le segment ST. Ici, je ne vais pas vous détailler toutes les anomalies. On a essayé de simplifier. Retenez un truc que l'hypocalémie, donc c'est des ondes T plates, inversées et un sous-décalage de ST ou bien des anomalies portant sur le segment ST. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle des troubles du rythme ou des anomalies rythmiques sévères, ce qu'on appelle les extrasystoles ventriculaires, des tachycardies ventriculaires. Vous aurez donc l'opportunité de les voir en module de cardiologie et vous allez voir que c'est des anomalies rythmiques qui peuvent induire donc des complications fatales, un arrêt cardiovasculaire et la mort. Et de ce fait, il faut pointer du doigt donc la gravité de l'hypocalémie et dire que elle peut aller d'un ECG normal, l'ECG peut être tout à fait normal, comme on peut avoir des anomalies électrocardiographiques qui peuvent être donc révélatrices d'anomalies très très graves. Ici, rapidement, j'essaie de vous montrer. Alors, je ne sais pas si... Oui, voilà le pointeur. Alors, ici, regardez.
après notre complexe QRS, vous allez trouver des ondes de T plates. On ne les retrouve pas dans nos ondes de T, elles sont vraiment plates. Et vous allez noter que l'anomalie, elle est diffuse, que ce soit dans les dérivations donc, périphériques ou dans les dérivations précordiales. Les ondes de T sont aplaties et donc on ne les voit pas, on ne voit plus d'ondes de T. Et parfois, on peut les trouver carrément inversées. Alors ici, c'est un cas plus sévère où on a ce qu'on appelle une tachycardie ventriculaire. Vous avez vu ces trémulations, donc ces ondes qui sont très rapides, qui ont un aspect ventriculaire. L'essentiel, c'est juste pour vous montrer que ça c'est grave, c'est un état où si on n'intervient pas rapidement, ça va conduire à l'arrêt cardiaque. Et si on ne fait pas ce qu'on appelle un électrochoc cardiaque, donc on va, dans peu de temps, on va aboutir à un arrêt et le décès. Alors, comme deuxième signe, symptomatologie, on a dit qu'il y a des symptômes cardiaques. Et comme deuxième symptôme, ça porte sur il y a une atteinte neuromusculaire ou neurologique. Et on aura une atteinte des muscles striés et une atteinte des muscles lisses. Pour les muscles striés, on aura des crampes, des myalgies, des faiblesses. On peut parfois avoir carrément des parésies, voire des paralysies des membres. Et on peut avoir même des tétanies, c'est-à-dire c'est des tétanies qui ressemblent aux anomalies vues lors des hypocalcémies et des hypomagnésémies. Pour les muscles lisses, c'est surtout l'atteinte des muscles digestifs et vésicales. On peut avoir ce qu'on appelle des constipations, des annulus paralytiques ou bien carrément de la rétention urinaire. Alors, on en a fini avec le diagnostic. Maintenant, on va parler un peu du diagnostic étiologique. Rapidement, rappelez-vous qu'il y a deux mécanismes de l'hypocalémie. Soit le potassium, on n'a pas assez d'apport, ou bien on en a trop perdu, on appelle ça des hypocalémies de déplétion, ou bien le potassium, il y a eu ce qu'on appelle un transfert du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. C'est quoi la différence? C'est que dans les mécanismes de transfert, le taux total dans l'organisme, ce qu'on appelle le pool potassique, il est normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diminution du potassium dans l'organisme. C'est juste que le potassium qui était en extracellulaire, il y a une partie qui est passée en intracellulaire. Et le rapport du potassium, donc de la calémie sur la calie ici, il va diminuer. Au contraire, en cas de déplétion, le pool potassique il diminue. C'est normal parce qu'on a une diminution donc, du potassium dans l'organisme. Dans le premier cas où on a un mécanisme de transfert, donc transmembranaire, ici, la réponse rénale, elle est adaptée. C'est quoi la réponse rénale? Quand le corps il va détecter que le taux de potassium il est bas, il va essayer de ne plus excréter dans les urines, il va essayer de réabsorber le maximum de potassium. Et à ce moment-là, si on va doser le potassium au niveau des urines, ce qu'on appelle la kaliurèse, on va la trouver très basse. C'est-à-dire que le rein, il s'adapte à cet état pathologique et il essaie de réabsorber le maximum de potassium dans les urines. Et c'est pour ça qu'on trouve une kaliurèse basse. D'accord? Donc, quand on a une hypocalémie, première des choses, il faut qu'on dose la kaliurèse pour qu'on sache est-ce qu'il y a une réponse rénale ou il n'y a pas de réponse rénale. Par contre, si on a par exemple une hypocalémie à pool potassique diminué par perte, on peut avoir deux cas de figure. Soit les pertes sont rénales, et à ce moment-là, on est devant des maladies rénales. Donc le rein ne fonctionne pas correctement, et à ce moment-là, il ne peut pas réabsorber le potassium, et on va trouver donc une déperdition de potassium dans les urines. On va trouver un taux de potassium qui est relativement élevé, et ce n'est pas normal parce que devant toute hypocalémie, le rein va essayer de réagir et de réabsorber le maximum de potassium. Et si le rein est malade, donc il ne va pas pouvoir. Et à ce moment-là, on va accuser que le rein est malade. Et c'est pour ça qu'on va dire que si on fait une kaliurèse, on la trouve élevée, on va dire que le problème, il est rénal. Maintenant,
Si on trouve une calurèse qui est basse, alors le problème, il est extra-rénal, donc ce n'est pas le rein, ça peut être, donc on va voir, soit digestif ou bien respiratoire ou cutané. Alors, ici, on a une hypokaliémie, donc on a un potassium qui est inférieur à 3,5. On est devant 3 cas de figure. Soit on a en association un déficit en chlore, et on est devant des cas de vomissement, de l'aspiration digestive. Ça veut dire qu'il y a une perte de chlore, le chlore digestif, il est perdu dans les vomissements. Il emporte avec lui et le chlore et le potassium. Soit on est devant 2 autres cas de figure quand on dose le potassium urinaire. Si le potassium urinaire il est adapté, ça veut dire qu'il est inférieur à 20. Il y a une réponse rénale, donc mon rein il fonctionne normalement et j'accuse les autres pertes, donc c'est soit un problème digestif, donc c'est des diarrhées, c'est l'utilisation de laxatifs, c'est des pertes, il ne faut pas retenir juste que c'est digestif, ou bien cutané, il y a des pertes cutanées. Si maintenant ma calurèse n'est pas adaptée, donc il y a des pertes de potassium dans le rein, donc j'accuse le rein et donc c'est un problème rénal. Ça c'est en grosso modo. Il faut retenir devant une hypocalémie que déjà de 1, la définition elle est biologique. Le diagnostic, bien sûr, il est biologique, sauf que une fois qu'on a objectivé cette hypocalémie, il faut rapidement s'assurer qu'il n'y a pas une atteinte cardiaque. On doit faire, ça justifie de faire un électrocardiogramme et chercher donc les signes d'urgence. Puis après, quand on gère l'urgence et quand on traite, c'est à ce moment-là qu'on va faire ce qu'on appelle une démarche diagnostique et qu'on va essayer de chercher quelle est la cause. Est-ce que c'est rénal? Est-ce que c'est pas rénal? Maintenant, on va parler des hypercalémies. C'est tout à fait le contraire. Donc, c'est un taux qui est défini par un taux de potassium dans le sang qui est supérieur à 5 mmol par litre. Elle est relativement plus rare que l'hypocalémie, tant mieux, parce qu'elle est plus fatale. Et elle est de symptomatologie vraiment aspécifique, parce qu'il y a plusieurs maladies qui font causer l'hypercalémie, et chaque maladie, elle peut donner ses symptômes, et c'est peu spécifique. Seulement, ce qu'il faut retenir, aussi, dans ce cas de figure, les symptômes sont essentiellement cardiaques et neuromusculaires. Par contre, il ne faut pas oublier que l'hypercalémie, elle est fatale. Donc, c'est une urgence extrême, c'est une urgence thérapeutique. Donc, il faut rapidement, dès qu'on diagnostique une hypercalémie, il faut la traiter, il faut la chercher et la traiter parce que des fois, la mort, elle est inéluctable. Bon, je vais ouvrir une parenthèse. Bon, probablement que vous ne le savez pas. Juste pour vous dire que l'euthanasie, ça veut dire quand on fait des exécutions pour les détenus, on leur injecte du potassium pur. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des hypercalémies sévères et ça va arrêter la pompe cardiaque. C'est ça le principe de l'euthanasie. On euthanasie avec du potassium. Donc quand on injecte du potassium en intraveineuse directe, ça va créer un arrêt cardiaque. C'est juste pour vous dire comme quoi le potassium, il est mortel. Il est potentiellement mortel. Alors, le diagnostic positif, donc il faut signaler aussi qu'il y a absence de parallélisme. Ça ne veut pas dire que si on a une calémie très élevée, qu'il y aura des symptômes. Non, les symptômes peuvent manquer, d'accord? Donc ils ne sont pas assez spécifiques, il n'y a pas de parallélisme entre le niveau d'hypercalémie et la sévérité des manifestations cliniques. Alors, les principales manifestations, on le redit, c'est les signes cardiovasculaires. Seulement, ils sont tardifs. Ça veut dire, quand il y aura, ou quand ça commence à s'exprimer sur le plan cardiaque, ça veut dire que c'est trop tard. Vous avez déjà, si vous attendez à ce qu'il y ait des manifestations cliniques, c'est un peu trop tard et généralement c'est fatal, c'est la mort. Ça va aller de la bradycardie jusqu'à l'arrêt cardio-circulatoire. On a vu dans l'hypocalémie, c'était des troubles du rythme cardiaque. Ici, dans les hypercalémies, c'est plutôt des troubles de conduction cardiaque. Donc, c'est des blocs de branches, c'est des blocs auriculo-ventriculaires.
Pour le moment, ne retenez pas ça. Vous allez le voir donc, en module de cardiologie. Ne retenez pas ça, je voulais juste vous montrer donc, des images sur l'onde de T. Regardez ici, on a des ondes de T presque normales. Et en fonction donc, de la gravité, regardez, les ondes T deviennent de plus en plus amples, symétriques et pointues. D'accord ? Parce qu'une onde de T normale, elle n'est pas symétrique, elle n'est pas ample, et elle n'est pas pointue. Regardez cette morphologie à comparer avec celle en dessous, et vous allez voir que l'onde de T devient pointue, ample et symétrique. Et puis après, commence donc à des degrés un peu plus importants, commence donc à s'installer des troubles de conduction cardiaque et des blocs, jusqu'à bien sûr conduire à ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Ici, vous voyez le complexe QRS, le voilà, et vous voyez une onde T qui est très ample, qui est pointue et qui est symétrique. Donc c'est caricatural d'une hyperkaliémie, et on peut les voir dans toutes les dérivations. Regardez, c'est diffus. Dans toutes les dérivations, vous allez voir cette fameuse onde T qui est ample, très ample, qui est donc symétrique, regardez la symétrie, et qui est pointue. On en passe. Ne retenez pas tout ça. Alors, il y a aussi des troubles neuromusculaires. On peut avoir des signes musculaires comme le signe de Chvostek ou le signe de Trousseau, d'accord ? Des parésies, et on peut avoir, ça peut aller jusqu'à la paralysie, d'accord ? Des faiblesses, et ça peut atteindre, la gravité c'est que ça peut atteindre des membres jusqu'au tronc et donner des paralysies des muscles respiratoires. Alors, le diagnostic étiologique devant une hypercalémie, ici c'est le contraire. Il faut se poser toujours une question. Est-ce que c'est une vraie hypercalémie ? Pourquoi ? Parce que, est-ce que le prélèvement a été correctement fait ? Si oui, on nous dit que le prélèvement a été correctement fait, on est devant ce qu'on appelle une vraie hypercalémie. On est sûr. Sinon, il faut se poser la question, est-ce que le prélèvement n'a pas été correctement fait ? Pourquoi ? Si vous vous rappelez, je vous ai dit que le potassium, il est majoritairement contenu dans l'intérieur de la cellule. Maintenant, imaginez qu'on va agiter le tube. Si le tube va être agité, le prélèvement, on va l'agiter. On va, par le biais donc, d'un truc mécanique, l'agitation, on va détruire des hématies, et la destruction des cellules hématiques va faire relarguer tout ce qui était comme potassium cellulaire à l'extérieur. Et ça va donner donc ce qu'on appelle une fausse hypercalémie. Quand on utilise ce qu'on appelle le garrot pour le prélèvement, donc quand on va serrer le bras avec un garrot, quand on va faire un garrot pour obtenir donc une bonne visualisation des veines, pour faire un bon prélèvement, on va faire une destruction des parois vasculaires et des cellules. Et plutôt les hématies. Et quand on va faire ce garrot, la destruction des cellules va aussi fausser, donc va nous donner un taux de potassium élevé, ce qu'on appelle une fausse hypercalémie. Et tout ça, c'est pour ça il faut insister, quand on demande un ionogramme, il faut insister qu'il soit fait sans garrot. Et quand on fait le prélèvement, le tube, il faut insister qu'il ne soit pas agité. On a d'autres cas de figure, des fausses hypercalémies, c'est les cas des leucocytoses, dans les hémopathies, par exemple dans les leucémies, dans les cas leucémoïdes, où on trouve des potassiums qui sont faussement élevés. Dans les cas des thrombocytoses, ou ce qu'on appelle les thrombocytémies, aussi là où il y a des plaquettes très élevées, on peut avoir un taux de potassium qui est très élevé. Donc toujours s'assurer. Devant une hypercalémie, il faut se poser la question, est-ce que j'ai fait bien mon prélèvement ? Si c'est oui, donc je suis devant une vraie hypercalémie. Première des choses, avant que je fasse mon enquête étiologique, je le rappelle, et je ne cesserai jamais de le rappeler, il faut toujours faire un électrocardiogramme. Alors, je suis devant une hypercalémie vraie. Qu'est-ce que je fais ? Je fais un dosage de la calurèse comme on en a fait pour
les hypokaliémies. Alors, j'ai deux cas de figure. Soit mon potassium, donc normalement, ici, j'ai un potassium qui est élevé. Le rein, s'il est bon, s'il fonctionne correctement, donc il doit en éliminer le maximum. Ça veut dire, si j'ai un bon rein, normalement, je dois avoir ce qu'on appelle une calurèse adaptée, c'est-à-dire que je dois avoir un taux de potassium dans les urines élevé. Et si je l'ai diminué, dans ce cas de figure, par exemple, il est inférieur à 50 millimoles, ça veut dire que j'ai un problème rénal. Mon rein n'arrive pas donc à éliminer l'excès du potassium dans le corps, et c'est le cas de l'insuffisance rénale aiguë, l'insuffisance rénale chronique, les hypoaldostéronismes, parce qu'on a dit que l'aldostérone donc excrète le potassium dans les urines. Donc quand on a un manque, et vous allez voir ça en endocrinologie, il y a certains médicaments, ne retenez pas tout ça, retenez que quand on a une calurèse inadaptée, ça veut dire que c'est le rein qui est en cause, donc ça nous oriente vers des pathologies rénales. Dans le cas contraire, quand on a un potassium qui est élevé, ça veut dire que mon problème n'est pas rénal, mon rein arrive à éliminer l'excès, sauf qu'il faut chercher d'autres causes. La première cause, il faut chercher la iatrogénie. Est-ce que c'est pas nous qui avons donné trop de potassium, c'est-à-dire on a donné une correction très importante, qu'elle soit par voie intraveineuse ou par voie orale, ou bien on a fait des transfusions, parce que lors des transfusions sanguines, on peut avoir ce qu'on appelle des hypercalémies. Alors, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de transfert, on en a parlé. Rappelez-vous, lorsqu'il y a une destruction cellulaire, par exemple dans les accidents de voiture, dans les séismes, où il y a des chutes, par exemple quelqu'un qui a eu un traumatisme musculaire, etc., il y aura une destruction musculaire, une destruction des hématies. Rappelez-vous, au début du cours, on a dit que le potassium se trouve majoritairement, se stocke au niveau de 3 grands organes, c'est le foie, c'est le muscle et les hématies. Donc si on aura une destruction musculaire, comme on appelle le Crush syndrome, et il va y avoir une destruction du muscle et il va y avoir un relargage donc du potassium à l'extérieur de la cellule, et ça va créer cette hypercalémie. Bien sûr, il y en aura d'autres causes qu'on ne va pas tous énumérer. Vous allez avoir l'opportunité de voir ça dans le module donc, de néphrologie, dans le cycle clinique, où vous allez voir toutes donc, les pathologies. Alors, pourquoi je vous ai fait ça? C'est juste pour donc, que vous soyez dans le topo et que vous vous situez quand vous avez une hypercalémie. Comment vous faites? Vous dosez la calurèse. Alors, je pense qu'on en a fini. Un petit rappel global sur le potassium. Comme on a dit sur le sodium, c'est une anomalie très très fréquente. Et vous avez vu que le diagnostic, il est facile. On fait juste une biologie, mais il faudrait y penser. Donc, devant des anomalies, électriques, cardiaques, ou bien d'ordre musculaire, devant des crampes, ou bien si vous avez des troubles cardiaques, etc., il faut penser rapidement à faire donc un dosage du potassium, ou bien si vous le faites systématiquement lors d'une hospitalisation ou d'une consultation et que vous trouvez ces anomalies, il faut penser rapidement à éliminer une urgence qui est d'ordre cardiologique, donc faire ce qu'on appelle un électrocardiogramme, et puis après avoir traité le malade et le stabilisé, faire ce qu'on appelle votre enquête étiologique. J'espère que vous avez assimilé. Je vous remercie pour votre suivi. Je vous dis à la prochaine.